illumination variable et des panneaux numériques. Escaf Event, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Escaf Event, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Escaf Event, l'assurance d'un événement réussi. Sur DTV, le journal et ses titres. À Ouakam, un problème foncier hante le sommeil des populations. Ces dernières dénoncent le morcellement de leurs terres, un acte qu'elles condamnent avec la dernière énergie et pointent un doigt accusateur aux autorités de la commune. Ralliement de Moussa Assi à l'appel, une pilule dure à avaler pour les militants du parti Réumi. Ceux-ci réclament sa démission et invitent les Parcellois à la vigilance. Comment résoudre les crises universitaires pour avoir un enseignement supérieur profitable à tous? Pour répondre à cette question, le professeur Abdussalam Sall, ancien recteur de l'UCAD, a rédigé un ouvrage dénommé La gouvernance universitaire, une expérience africaine, une manière pour lui de repenser le système de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne compte 11 millions de jeunes qui souffrent de manque d'emploi et de même que l'Afrique francophone avec 12 millions de jeunes. Pour faire face à cette situation, l'usage du numérique s'impose. Le ministère de l'Éducation et ses partenaires comptent former 20 000 jeunes à travers Africa Week. À voir dans cette émission. Bonsoir à tous. Du football pour ouvrir cette édition éliminatoire Coupe d'Afrique 2019. Les Lions mènent actuellement 2-0 face au Soudan. Nous sommes à la mi-temps et le match se joue au stade Léopold Sédar Senghor. Je vous l'annonçais en titre, problème foncier à Ouakam, des terrains sont en train d'être morcelés à titre onéreux sur des titres fonciers indivis. Le Conseil des frères dénonce cette pratique et pointe un doigt accusateur vers des autorités de la commune et des autorités administratives. Chantal Badji les a rencontrés. Un litige foncier secoue la collectivité de Ouakam. Le Conseil des Frères dénonce une spoliation des terres désignées titres fonciers indivis par des personnes non mandatées et pointe du doigt les autorités administratives. Ils déclarent qu'ils n'accepteront pas que ce patrimoine soit extorqué. Des individus qui sont partis donc, dans des services de l'État donc pour passer à des services de lotissement au niveau du village de manière unilatérale, donc des gens non mandatés. La procédure est en train de suivre son cours. On a saisi acquis de droit et donc on a saisi nos avocats et je crois que ce serait à eux de faire leur travail. Les frères accusent le Djaraf de la communauté Lébou d'être complice de ce grand lobby. Ils demandent au chef de l'État d'intervenir rapidement sur cette affaire. Le Djaraf n'est même pas habilité à faire un lotissement sur ce titre foncier-là. Ça m'étonnerait qu'il ne soit pas informé, qu'il ne soit pas au courant de cette affaire-là. Il y a des complicités et il faut que l'État prenne ses responsabilités. Une affaire de village, ce n'est pas une affaire de deux personnes. Et je vous dis par ricochet, ce n'est même pas l'affaire d'un Djaraf. Tu sais, le Djaraf, il n'est pas gestionnaire. Ce sont les populations qui gèrent. Déterminés, les jeunes de la collectivité de Ouakam se joignent aux frères pour dénoncer l'aliénation de ce titre foncier indivis. Ce litige concerne des terrains se trouvant en face du monument de la Renaissance. Ils accusent certains patrons de télévision d'être de connivence avec ces lobbyistes.
Le collectif des travailleurs de Dakar Demdik hausse le ton. Il dénonce une gestion clanique de l'IPM avec une discrimination dans la prise en charge des travailleurs compte tenu de leur appartenance syndicale. Le collectif qui regroupe 3 syndicats différents s'est levé comme un seul homme pour exiger du conseil d'administration une gestion plus équilibrée et plus transparente. Je vous propose d'écouter leur secrétaire général, Masek Ndiaye. Il est interrogé par Chantal Berchi. Depuis 12 mois, l'IPM marque à reculons, malgré les centaines de millions injectés par la direction générale. Le constat aujourd'hui, le constat général aujourd'hui, c'est vraiment la situation est catastrophique. Les travailleurs ont de grosses difficultés pour se soigner. L'IPM ne remplit pas son contrat vis-à-vis des travailleurs. En tant que représentant de ces travailleurs-là, nous sommes en droit de protester. Nous sommes en droit de nous réunir pour contester cette mauvaise gestion qui est opaque, qui est nébuleuse, une gestion unilatérale. On a déjà même écrit beaucoup de lettres d'interpellation au niveau du ministère du Travail, au niveau de la direction générale, mais on n'a pas le feedback espéré. Au lieu de prendre en charge les préoccupations des travailleurs, il ouvre un centre médical de façon unilatérale, sociale de façon unilatérale. Et ce qui est illégal selon le texte de l'IPM. Aucun texte de l'IPM par rapport au fonds ne prévoit un investissement. Les réumistes des parcelles Zasseni réclament la démission de Moussassi à la tête de la collectivité territoriale. Ces opposants ne parviennent toujours pas à digérer le ralliement de ce dernier à la mouvance présidentielle. Et cette décision ne doit pas être sans conséquence. Selon eux, ils appellent tous les parcellois à la vigilance. Numeba. Les leaders du parti Réumi des Parcelles Zasseni ont tenu une assemblée pour dénoncer la transhumance du maire de la ville Moussassi vers Benno Bokuyakar. Selon ce réumiste, Moussassi a porté préjudice à toute la classe politique. La commune des Parcelles Zasseni. Encore une fois, Macky Sall n'a rien fait pour la commune des Parcelles Zasseni. C'est pour ses intérêts crypto-personnels qu'il est allé rejoindre le pouvoir. Il faut qu'il arrête de prendre les parcellois pour des idiots ou bien pour ses enfants. Les parcelles Zasseni ne lui appartiennent pas. Ça, il faut qu'il se le prenne pour dit. Et qu'il comprenne que l'opposition fait partie d'une carrière politique. Elle fait un appel à la population parcelloise d'être vigilante par rapport à la situation. Aucun membre du gouvernement ne s'est intéressé à nous pour nous aider. Senini Moussassi, encore moins les autres. La population parcelloise doit se réveiller à cause de la transhumance de notre maire. Le réumiste dénonce la trahison du maire à l'endroit de la coalition Tahaou Sénégal et demande la démission de celui-ci. Et qui, de façon royale, oublie, ignore, classe à la dernière position les parcelles Zasseni. Il n'a aucun respect pour les populations des parcelles Zasseni. Il est grand temps que les populations des parcelles Zasseni prennent leurs responsabilités et divorcent avec l'homme sans heurte. Un traître est à bannir. Les leaders de Réumi des Parcelles Zasseni, très en colère, veulent la tête de l'édile de la commune. Selon eux, il n'est plus apte à diriger la mairie. Politique toujours, les partis de l'opposition en banlieue ou leurs représentants sont très remontés contre le régime actuel. Ils veulent le départ du président Macky Sall. Ces derniers affirment que le pays va très mal à cause d'une très mauvaise gestion. Ils veulent aussi se battre pour une élection présidentielle libre et transparente au Sénégal. En banlieue, nous rejoignons notre correspondant sur place, Abdoulaye Ouanaga. Bouter le candidat Macky Sall et son gouvernement hors du pouvoir en 2019, telle est la volonté des responsables de l'opposition au niveau de la banlieue. Ils ont mis en place une plateforme dénommée Banlieue 2019. Son objectif, faire face à l'actuel régime. Nous avons choisi très souvent des gens qui nous ont tourné le dos. Aujourd'hui, il est question de prendre notre destin en main. D'abord, de bouter ce régime. Ensuite,
de décider de notre propre sort. La question de la fiabilité du fichier électoral a été évoquée par ses opposants. Ils comptent s'ériger en bouclier pour une élection libre et transparente. On parle de dresser une plateforme sentinelle pour faire face aux tentatives de détournement du vote citoyen, aux tentatives de vol du vote citoyen, aux tentatives de kidnappage de notre démocratie et de remise en cause de notre état de droit. Des rumeurs circulent faisant état d'éventuels ralliements des responsables de l'opposition à l'APR à Pékin, des allégations battues en brèche par ses opposants. Ils parlent d'intoxication. Quand vous êtes dans l'adversité, la question numéro 1 qui se présente à vous, c'est que celui qui est en face de vous, qu'il soit du pouvoir ou de notre camp, tente de vous déstabiliser. Cette plateforme regroupe 11 partis politiques et de mouvements citoyens. Ils sont tous hostiles au régime en place. C'est impossible de truquer des élections au Sénégal, c'est la conviction du président de l'Union pour le fédéralisme et la démocratie pour Mohamed Télé Diédhiou. L'opposition n'a pas de sujet. Il a par ailleurs réitéré son compagnonnage avec la mouvance présidentielle au micro d'Abdoulaye Wanyaga. Oui, vous savez, ça a toujours été comme ça. L'opposition crie toujours en parlant de mascarade et tout. Je crois que ce qui importe pour nous, c'est qu'il y ait une transparence dans les élections. Et je pense que le ministre de l'Intérieur, tout comme la direction des élections, sont chargés d'organiser ces trucs-là, s'emploieront à faire en sorte que les élections soient transparentes et que ce soit des élections démocratiques. Bon, mais une opposition qui parle d'élections truquées, je ne pense pas aujourd'hui qu'il soit possible de truquer des élections au Sénégal. Si c'était possible, le président Ouad, qui est un homme très futé, n'aurait jamais quitté ce pouvoir-là. Parce que, vous savez, Ouad, c'est comme l'appelait le président Senghor, c'est quelqu'un qui est très futé en politique, comme il l'appelait la Ndiombor. Je crois qu'il faut quand même que les gens se rendent à l'évidence. Au Sénégal, aujourd'hui, ce n'est pas possible de truquer des élections. Ce n'est pas possible. En tout cas, à mon sens. Maintenant, c'est normal que l'opposition crie ça et là, mais je crois quand même qu'il faut que nous allions à des élections apaisées, des élections libres, transparentes, avec zéro incident. Parce que ce serait regrettable quand même avec ce niveau que notre démocratie a atteint, qu'on soit chaque fois en train de se quereller après des élections. Changeons de registre. Sous-équipement, manque de matières premières, voilà ce qui freine l'artisanat au Sénégal. Que faire donc pour relancer ce secteur d'activité? La foire de l'artisanat a été un cadre propice pour voir quelle stratégie mettre en œuvre pour changer la donne. À Saint-Louis, nous rejoignons notre correspondant sur place, Gambi Diagne. La 5e édition de la foire de l'artisanat à Saint-Louis a été un moment pour les artisans de dénoncer les difficultés auxquelles ils sont confrontés et qui ont pour nom sous-équipement et manque de matières premières. Nous demandons de l'aide pour avoir la matière première pour notre travail et les équipements nécessaires. Nous avons l'expertise, mais ce sont ces deux paramètres qui font défaut. Une fois pour toutes, les artisans, autant que l'État du Sénégal, doivent comprendre que l'artisanat est le chemin incontournable qui mène vers le développement. Alors, je ne cesserai de le répéter encore une fois de plus, les artisans doivent être conscients que l'artisanat est incontournable pour le développement de ce pays. Tous les acteurs du secteur doivent être conscients de ce fait. L'artisanat touche tous les secteurs de l'économie nationale. C'est la raison pour laquelle nous demandons à ce qu'ils soient impliqués davantage dans les marchés du mobilier national. Face aux différentes mutations, le secteur doit aussi s'adapter, d'où la nécessité de continuer la formation des différents artisans.
Les structures de formation qui sont ici à Saint-Louis du Sénégal et au Sénégal en général doivent beaucoup plus s'impliquer dans l'accompagnement du renforcement des capacités des artisans pour faire face à la concurrence étrangère. Le Maroc a été l'invité d'honneur de cette 5e édition de la foire artisanale de Saint-Louis. L'Allemagne a contribué à travers son projet GIZ. La gouvernance universitaire, une expérience africaine, c'est le titre du nouvel ouvrage de l'ancien recteur de l'UCAD, Abdussalam Sall. Il met en exergue les problèmes qui gangrènent le système universitaire sénégalais. L'auteur invite l'État à mettre les bouchées doubles pour favoriser la recherche. Et Abdoulaye Ndiaye s'est rendu à la cérémonie de dédicace. La gouvernance universitaire, une expérience africaine. L'œuvre est d'un ancien recteur de l'UCAD. L'auteur, le professeur Abdussalam Sall, veut à travers cette œuvre inciter les sociétés africaines à unir leurs forces pour faire face à ce monde économique basé sur un enseignement supérieur de haute qualité. Je viens de définir l'économie de la connaissance comme la part de l'immatériel dans chaque produit, dans chaque processus, dans chaque action. Si c'est ça le monde de demain, et ça ne va pas s'arrêter. Si tout ça là tient des connaissances qu'il y a dans les systèmes d'enseignement supérieur, comment ces systèmes doivent être gérés en Afrique du point de vue de la structure de gouvernance des établissements? Est-ce que ce sont les académiques seuls qui doivent diriger ça? Mais il est clair que chaque société devra organiser la synergie entre les membres de la société et le système académique pour gouverner l'enseignement supérieur. Si l'enseignement supérieur traverse ces moments de crise, c'est parce que les bonnes valeurs ne sont pas enseignées et les étudiants nombreux sont ceux qui ignorent l'importance de l'enseignement supérieur. Et cela impacte négativement sur son décollage économique. C'est pourquoi l'auteur invite l'État du Sénégal à favoriser la recherche dans les temples du savoir. Tout le monde au Sénégal parle de contre-valeurs. Mais comment ça se fait que l'université ne vulgarise pas des valeurs pour changer les jeunes et aider à la transformation de la société? Ça se fait ailleurs. Est-ce que l'étudiant qui vient d'avoir le bac sait ce que c'est que l'université? C'est ce qu'il vient chercher à l'université. Est-ce qu'on l'a informé? Est-ce qu'on l'a aidé à réussir sa mission? On en parle dans l'ouvrage. Aujourd'hui, malgré les difficultés, c'est une université qui tient les standards. Et cette université, le Sénégal doit savoir que bientôt une opération sans université africaine aux normes, cette opération sera lancée. Si le Sénégal ne prend pas les dispositions pour faire de l'UCAD une université de recherche, aucune université sénégalaise ne fera partie de ça. Et le Sénégal sera largué. Et les gens iront ailleurs. Parce que c'est ça, les réalités dures de la compétition au niveau de l'Afrique. Dans cette œuvre, d'autres points ont été aussi évoqués. Il s'agit du dialogue pour résoudre les franchises universitaires, le leadership, bref, l'avènement du web. Autant de points qui, selon l'auteur, peuvent faire l'objet de discussions pour avoir un enseignement supérieur profitable à tous. Autre question qui a fait l'objet de discussions, saviez-vous qu'en Afrique subsaharienne, 11 millions de jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail? Et pour faire de ce dividende démographique un atout, les jeunes doivent avoir des possibilités d'emploi. Le numérique peut y jouer un rôle déterminant. Le ministère de l'Éducation et ses partenaires ont tout simplement décidé de former 20 000 jeunes à travers le projet Africa Week, et c'est Mansousou qui nous dit ce que c'est. Avec presque 6 millions d'emplois créés par an et une augmentation potentielle du revenu des jeunes Africains de 40 à 200%, les métiers liés aux nouvelles technologies numériques peuvent véritablement changer la donne sur le continent. Mais encore faudrait-il que les jeunes soient bien outillés. Il ne s'agit pas tout simplement
avec les produits numériques, de se connecter, de parler, de se divertir, d'avoir des nouvelles. Mais aussi, c'est des outils qui peuvent être utilisés dans le cadre du développement durable. Si vous regardez l'objectif 8 des objectifs de développement durable des Nations Unies, vous voyez qu'on parle d'une croissance soutenue et inclusive. Ce programme vise à former les jeunes à la programmation informatique. Lorsqu'on parle de programmation informatique, souvent on parle de langage informatique. Et comme vous le savez tous, une langue, on l'apprend d'autant plus vite et plus rapidement que l'on commence jeune. C'est donc important de sensibiliser les jeunes Africains et les jeunes Sénégalais, naturellement, le plus rapidement possible à la programmation informatique. Un autre constat est qu'une partie non négligeable de la richesse nationale est détenue ou circule via la monnaie électronique à travers les portables. Nous sommes bien au siècle du numérique et l'Afrique doit impérativement en profiter. Derrière tous ces outils-là, il y a du travail qui est fait principalement basé sur le codage. Donc l'initiative qui est lancée ici vise à former plusieurs jeunes très tôt, d'apprendre le langage, le code qui est derrière ces applications mobiles-là. Parce que nous voulons faire de ces jeunes non seulement des consommateurs des produits du numérique, mais aussi dans le futur des gens qui contribuent à développer les applications qui sont utilisées dans ces produits du numérique-là. L'enjeu pour l'Afrique et pour les jeunes Africains, c'est donc de produire du contenu numérique et pas seulement de consommer du contenu numérique. Et cela, il faut le faire dès le plus jeune âge. Il est donc important de changer les mentalités, de donner les outils aux enfants, de leur faire réaliser leur potentiel de création et d'innovation. L'objectif est de former plus de 20 000 jeunes à travers le continent. Cette première édition de l'Africa Code Week a pour vocation de pérenniser dans le temps et de s'ouvrir progressivement vers d'autres pays. Première assemblée générale constitutive du RENAFES, le réseau national des femmes sénégalistes du Sénégal a renouvelé ses bureaux, ses instances. L'objectif, c'est aussi de lutter contre les harcèlements dont les femmes sont victimes en milieu professionnel. Ndaye Fatim Lo. L'élément n'est pas... Ce sont des femmes travailleuses membres d'un syndicat qui, à travers le RENAFES, Réseau national des femmes syndicalistes du Sénégal, veulent faire valoir leurs droits. Après 4 ans de mise en œuvre, l'heure est à l'Assemblée générale constitutive. La première Assemblée générale constitutive du RENAFES. On s'est dit, mieux vaut qu'on puisse faire arrêter un tout petit peu et relancer maintenant le RENAFES. Aujourd'hui, ces femmes doivent mieux maîtriser les textes qui régissent leur réseau, avec une pièce théâtrale écrite dans ce sens. Un réseau qui s'engage à sauvegarder les libertés démocratiques, à promouvoir et préserver la justice sociale, le travail décent, la croissance économique et la protection sociale. Nous avons voulu élargir pour partager, pour que ces femmes puissent s'approprier des textes. C'est par le biais du théâtre que nous allons faire passer nos informations. Ah, le RENAFES l'a bien compris. En quoi faisant? Oui, pour vision. La plupart d'entre elles sont victimes d'harcèlement ou de stigmatisation, aussi bien dans leurs entreprises que dans les centrales syndicales. Dans les entreprises, nous en avons. Et dans le cadre de ces violences et harcèlements, nous en avons. Fait partie de ces violences morales que nous arrivons à subir. Nous avons eu à prendre ensemble notre destinée pour dire nous voulons créer notre cadre. Et tous les secrétaires généraux sont fâchés. On se pose la question pourquoi. Et ils nous ont dit, parce que nous ne pouvons pas vous contrôler. Vous savez, il y a des mots qui blessent. Ce sont des mots qui blessent. On ne peut pas vous contrôler. Nous n'allons pas vous laisser libre pour faire ce que vous voulez. Un changement s'impose. Ces femmes sont plus que jamais déterminées. À travers le RENAFES, elles comptent œuvrer pour la promotion des femmes par les femmes avec les femmes, pour un syndicat libre, autonome, juste et équitable.
Restons avec les femmes, mais cette fois-ci, intéressons-nous aux femmes qui sont en milieu rural. Elles font face à de nombreuses difficultés pour se prendre en charge. Malgré leur poids économique non négligeable, elles sont souvent laissées en rade dans les politiques de développement, notamment dans le secteur énergétique. Une injustice que l'Union européenne, les ministères femmes et de l'énergie et des énergies renouvelables comptent réparer à travers un ambitieux projet que nous explique Mansour Sawa. Les femmes constituent un levier très important dans le développement socio-économique de nos États. Cependant, elles peinent souvent à accéder aux outils pour faciliter leur autonomisation. Dans les milieux ruraux, les femmes sont celles qui sont les principales utilisatrices de l'énergie. Et l'énergie renouvelable n'est pas pour l'instant très bien valorisée. Et le couple femme-énergie aussi est non dissociable. Ce qui fait que la femme se retrouve au cœur de toute initiative qui vise l'utilisation de l'énergie. Les femmes, donc, constituent un levier important pour le développement social et économique de notre pays. De ce fait, il urge de créer les conditions idoines pour assurer leur développement économique à travers leur prise en compte dans le secteur des énergies renouvelables. À travers ce projet Femmes et énergies renouvelables, elles devraient suffisamment être outillées pour mener à bien leurs activités génératrices de revenus. Les femmes supportent de manière disproportionnée le fardeau de la pauvreté énergétique. Fournir aux ménages un approvisionnement en énergie durable offre aux femmes plus de sécurité et à la famille un environnement plus sain, mais aussi plus de temps pour poursuivre des activités et s'engager dans des activités génératrices de revenus. Ce projet va vraiment permettre aux femmes, je pense, de pouvoir se développer, de pouvoir s'affirmer et de s'émanciper, mais également de pouvoir en fait faire des activités qui vont leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie d'une manière générale et de manière plus spécifique en fait de réduire le niveau de pauvreté. Ce projet a vu le jour grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers comme l'Union européenne et Plan international. Il tourne autour de 9,5 millions d'euros sur 5 ans et cible essentiellement le Sénégal, le Mali et le Niger. Les Haratines sont toujours victimes d'esclavage en Mauritanie, un sévice qu'Urgence panafricaniste compte combattre sans réserve. Pour commencer, les membres exigent la libération immédiate et sans condition du leader de cette communauté, Biramda Abayed. Nous en dit plus. L'urgence panafricaniste réclame la libération du leader Haratine Biram Da Abed, victime d'un esclavage permanent et d'une discrimination. Les Haratines sont toujours confrontés à ces problèmes en Mauritanie. Pour cette organisation africaine, il déclare inadmissible que certaines personnes puissent être confrontées à l'esclavage en ce 21e siècle. Nous pensons que c'est d'abord que c'est des raisons fallacieuses, ensuite que les combattants pour la liberté, loin d'être des criminels, se doivent d'être protégés. Ils ne peuvent être protégés que par leurs semblables. Leurs semblables, c'est les humains d'abord, c'est les Africains ensuite, et enfin c'est les Mauritaniens dans ce cas précis. Raison pour laquelle il est important, il est impératif qu'Urgence panafricaniste fasse ses mobilisations, pas seulement au Sénégal, c'est pour dire non à l'esclavage et pour dire bien sûr oui à la liberté des combattants contre l'esclavage, c'est le minimum. Pour la coordinatrice, ces Haratines méritent une attention toute particulière de toute l'humanité. Pour cette fois-ci, ce n'est pas juste un problème d'ingérence. Là, c'est un problème de cas humanitaire. Là, c'est l'humanité qui est insultée. Là, c'est l'humanité qui est poignardée. Et le pire dans tout ça, c'est que non seulement ça subsiste, mais ça se nie. Dans ce pays, on parle plus de séquelles de l'esclavage que de l'esclavage lui-même. Alors que l'esclavage est un phénomène réel. Et le nier ne le fera pas disparaître comme